Le bonheur s'écrit avec un petit b. Je n'ai rien inventé. Je ne suis pas une philosophe, une scientifique ou un gourou. Je suis une femme ordinaire qui a vécu des choses un peu moins ordinaires. On se tue à essayer de trouver le bonheur. On gaspille notre énergie à penser qu'un jour, nous serons plus heureux, plus riches, plus beaux, plus grands. Cette course au bonheur avec un grand B est sans doute la plus grande illusion. Et le quotidien, qu'est-ce qu'on en fait ? C'est quand on sait vraiment que l'on peut tout perdre en moins de 3 secondes qu'on apprécie vraiment le bonheur. Je suis née et j'ai grandi à Beyrouth. La première fois que j'ai vu un cadavre déchiqueté par une bombe, j'avais 10 ans. Au fil des 15 ans de guerre, j'ai vécu des bombardements terrestres et aériens. Je connaissais la marque des balles et des bombes selon la nature du sifflement et de l'explosion. RPG, Howitzer, Orgue de Staline, M16, Kalachnikov. J'avais une belle éducation militaire à 10 ans. J'ai un morceau d'éclat d'obus dans mon corps. J'ai vu des êtres chers perdus dans une guerre qui n'a mené à rien. Mais la première fois que j'ai compris l'importance du bonheur, j'avais 12 ans. Cette journée-là, il y avait eu des bombardements très intenses sur Beyrouth. Mon père, qui travaillait pour la compagnie nationale aérienne près de l'aéroport, était en retard de son travail. Ma mère montrait un visage stoïque, mais ses allées et venues entre le balcon et les nouvelles à la radio trahissaient son angoisse. Finalement, mon père débarque avec des terrines de foie gras entre les mains, sous les bombes. Les avions n'avaient pas décollé, il n'y avait pas d'électricité, alors pour ne pas que le foie gras se gâte, il a été réparti parmi le personnel. Et là, dans la folie des bombes et des vitres cassées, mon père appelle un voisin et lui demande de descendre une bouteille de vin blanc à l'abri, au sous-sol, où nous allions tous nous cacher. On se retrouve tous assis sur des caisses de carton, à la lumière des bougies, pendant que le quartier était à feu et à sang. Et là, on a tartiné du foie gras sur les cracottes et on a bu du vin blanc. Cette scène est marquée dans ma mémoire à jamais. Le goût du foie gras, l'odeur des bombes, nos rires, nos larmes, le son d'amour et de survie. On tue le mal par l'amour, on tue la peur par le rire. C'est dans cet abri, à 12 ans, que j'ai compris la recette du bonheur. Mais là, vous devez vous dire, on est au Québec, il n'y a pas de guerre, tout va bien. Alors, on va parler d'un sujet plus à la mode ici, le divorce. Quand on se marie, on voit la vie d'une façon linéaire, un chemin en ligne droite. Mais quand plus rien ne va, il faut faire face au changement. Et le changement est toujours très troublant. Le divorce est une perturbation imposée ou choisie qui peut donner 2 réactions. On devient amer ou meilleur, bitter or better. J'ai épousé un manipulateur narcissique, bien sûr, je ne le savais pas. Tant mieux. Je suis restée dans un mariage vide pour ma fille jusqu'au jour où j'ai découvert que mon mari me trompait avec mon ami. Cette claque, cette double trahison, m'a poussée en dehors de la maison avec ma fille de 4 ans et demi, ma cafetière, important, et $500 en poche. Au moment d'un choc, on pense que c'est la fin de notre vie. On ne sait pas qu'on a une autre vie qui commence et qui est sans doute meilleure. Cette claque, c'est la meilleure chose qui m'est jamais arrivée. J'ai repris ma vie en main, je me suis libérée d'un homme terrible. J'ai quitté le monde corporatif et je me suis jetée à mon compte. Je n'ai aucune fibre d'entrepreneur en moi. Il a fallu que je sois au point le plus bas de ma vie pour me jeter. Cet homme m'a harcelée pendant 10 ans. Quand on quitte un narcissique, il veut vous détruire. Je vous raconte un incident pour vous prouver ma théorie du bonheur et mon principe du choix. Je partais au Liban avec ma fille pour aller voir mon père avant sa mort. Mon ex décide de saboter le voyage. Il appelle la GRC et la police de l'aéroport et il prétend que je kidnappais notre enfant. J'ai la garde complète et une autorisation de voyage signée par lui et par le juge. À l'aéroport, 3 policiers nous accostent. Ma fille éclate en sanglots. Une fois les pourparlers terminés, pour montrer à ma fille qu'une perturbation n'est pas destructive, je lui demande de me prendre une photo avec les 3 policiers. Yeah. Et je souris de toutes mes dents. En plus, elle était cute. À l'aéroport, la compagnie aérienne nous approche par hasard et nous offre un surclassement à ce moment-là. Et là, on se retrouve, elle et moi, en classe affaires, à tartiner du foie gras. Il est où le bonheur ? Il est dans la capacité de le voir dans des petites choses.
Il est dans la force de tourner la rage en amour, la déception en courage et le deuil en force. Mais on peut aller plus loin encore. On peut passer de victime à quelqu'un qui aide les autres. À 18 ans, je suis entrée à l'université américaine de Beyrouth. Un jour, la classe où je devais prendre un cours a sauté à la dynamite avant que je n'arrive. Un jour, 3 hommes en cagoule ont tué un homme devant moi avec un pistolet silencieux à bout portant. Un jour, c'était trop. J'ai quitté mon pays, je suis arrivée au Canada. J'ai pris 6 cours, 4 boulots à temps partiel. J'ai fait de la danse, du judo, du théâtre en même temps, avant le Red Bull. Je bouffais la vie à pleines dents, je voulais rattraper ce que la guerre m'avait volé. De fil en aiguille, ça fait 28 ans que je suis ici. J'ai aucun membre de ma famille au Canada, il me manque tout le temps. J'essaye d'aller les voir, mais les retrouvailles et les déchirements des allées et venues me tuent. Ici, je suis une ethnique, une expatriée, une allophone, une québéco-libanaise, une canado-libano quelque chose, depuis 28 ans. Je n'appartiens ni là ni là-bas, j'ai été tiraillée entre 2 identités. Finalement, je me suis dit que j'ai beaucoup de chance, que je suis bi-citoyenne, et j'ai décidé d'aider les nouveaux arrivants. J'ai lancé un groupe pour aider les expatriés libanais qui vivent ou qui arrivent à Montréal. En pyjama de chez moi, je les aide à trouver boulot, psy, médecin, bonnes adresses, informations. Cette plateforme contient 1400 personnes. Chaque 3 mois, j'organise une sortie où ils se retrouvent tous dans une famille loin de leur famille. Et maintenant, de parfaits étrangers s'aident entre eux parce que l'amour est contagieux. Parfois, on m'arrête dans la rue et on me dit « Merci pour cette famille, ça nous fait chaud au cœur. » Mais moi, ça me fait doublement chaud au cœur. Parfois, les chocs du passé nous donnent les outils pour les combats à venir, des outils pour être plus heureux, justement. J'étais enfin enceinte. À 8 mois de ma grossesse, mon bébé a cessé de bouger. C'était le soir de mon anniversaire de mariage. Je me suis toujours demandé, est-ce que ce bébé savait que j'allais divorcer un jour? On m'a renvoyée à la maison pour que les contractions commencent et que j'accouche de la mort. J'ai eu beaucoup de difficultés à accepter cette mort qui ne résulte ni d'une guerre ni d'une maladie. 10 jours d'enfer. Dans la salle d'opération, le médecin a dit « c'est une fille ». Et le silence a crevé mon tympan et mon cœur. Yasmine est morte-née le 13 septembre 1994. 4 ans plus tard, dans la même salle d'opération, ma deuxième fille, Leila, est née. Et son cri était la plus belle chose que j'ai entendue dans ma vie. Je me suis séparée quand Leila avait 4 ans et demi. Je l'ai élevée toute seule, 24 heures sur 24, 365 jours par an. J'ai pris son nom de famille et j'ai inventé une vie de famille pour nous deux. Aujourd'hui, elle a 15 ans et c'est bien sûr la 8e merveille du monde. Mais d'où vient ma force, pensez-vous? La perte de Yasmine m'a donné la force de me battre pour Leila. Et Leila m'a donné la force de me battre pour nous deux. On peut mieux donner quand on a perdu. Positive disruption, le thème. Hein? Ma mère s'est battue contre le cancer pendant 12 ans. En phase terminale, je suis allée passer 32 jours à ses côtés, je ne l'ai jamais lâchée. Le 32e jour, je l'ai quittée pour 1 heure de temps. Elle est décédée pendant cette heure-là. Je voulais hurler, je me sentais coupable, j'étais folle de rage. Mais rappelez-vous, bitter or better. J'ai soudain compris que ma mère avait choisi cette heure-là pour m'épargner son dernier souffle, que c'était un acte d'amour. Alors j'ai décidé de partager cet amour et j'ai lancé une fondation en son nom. Nous avons ramassé plus de 100 000 $ jusqu'à présent et nous aidons des femmes qui ne peuvent pas se permettre le traitement du cancer. Finalement, on ne sait pas d'où viennent les chocs. On ne les choisit pas, mais on peut choisir l'après-choc, bitter or better. J'ai passé à travers ces perturbations, sans psy, sans médecin, sans alcool, juste la vodka de temps en temps. J'ai beaucoup de chance et je me mets à genoux devant les parents qui élèvent un enfant handicapé, quelqu'un qui a perdu un bras, une jambe, ceux dont l'enfant a été tué devant eux, ceux qui ont tout perdu. Mais parfois, il faut faire confiance au chaos. Il nous pousse à aller plus loin. Le bonheur est simple, il est petit, il est dans notre quotidien. Il faut le voir, il faut l'inventer, il faut le partager. Mais surtout, il faut apprendre à manger du foie gras sous les bombes. Merci.